Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire pour cette première émission de 2024. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Nicolas Meillan. On va parler énergie, crise de l'énergie, souveraineté énergétique, situation des entreprises, désindustrialisation. Et si vous aimez nos vidéos, et je crois que certains les aiment beaucoup, la vidéo avec Caroline Galacteros, ça a très très bien marché. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce, de commenter, de partager sur vos réseaux. Et aussi, pour ceux qui en ont encore la possibilité après les fêtes, s'il vous reste encore un petit peu de gras, eh bien de cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour faire un petit don de 5 euros pour qu'on améliore nos moyens techniques. Je vous en remercie par avance et je remercie ceux qui ont fait les dons jusqu'à maintenant. Alors, Nicolas Meillan, merci d'être venu. Merci, merci de m'avoir invité. Bonjour Georges et Bonjour. bonjour à tous. Alors Nicolas, nous avons eu la chance tous les deux de traîner nos guêtres d'étudiants sur la Charles River. Sans se croiser, Sans se croiser. ou en se croisant peut-être d'ailleurs. Peut-être, c'était il y a longtemps quand même. Donc au MIT, donc tu es diplômé du MIT, C'est ça. une des plus grandes universités américaines. Tu es diplômé aussi d'une école de travaux publics. École spéciale des travaux publics. École spéciale des travaux publics. Ouais. Tu es un spécialiste des questions d'énergie, de transport et aussi d'économie des entreprises. Industrie, culotte menstruelle. Tu fais partie d'une association qui analyse qui fait des études sur le pic pétrolier et gazier. L'ASPO. L'ASPO. ASPO France, oui. Et qui s'intéresse aux disponibilités. C'est d'anciens géologues pétroliers à la retraite qui s'intéressent aux disponibilités des pétrole et gaz. Et c'est très important pour savoir quel avenir énergétique. Selon Jean Covici, on a dépassé le pic. Car l'énergie n'est pas que de l'électricité. Oui, pareil. Pareil. Et tu es membre et fondateur, il me semble, des Iconoclastes. Membre, tout court. Membre, pas fondateur. Pas fondateur. Eh bien, pour introduire cette discussion, je vais te demander qu'est-ce que c'est que les Et Iconoclastes. j'ai travaillé pour le Premier ministre aussi. Ah oui, tu as travaillé pour le Premier ministre. Toi aussi. Dans les services du Premier ministre. Lequel? Comme Caroline. France Stratégie. D'accord. Pendant 4 ans. Conseiller scientifique sur le transport, avec quelques propositions que j'ai pu faire sur les voitures, notamment sur bonus-malus sur le poids des voitures, qui a été mis en place partiellement. Conditionner les aides à l'achat, l'empreinte carbone de la voiture, qui a été mis en place le 1er janvier. Donc, et puis aussi un gros rapport sur la désindustrialisation de la France, où je disais qu'il fallait faire un peu attention aux Chinois, mais bon, je ne suis pas le seul à le dire, hein. Notamment sur l'automobile. Écouté, hein. Si, Si, puisqu'ils ont mis, ils commencent à faire du protectionnisme, un protectionnisme intelligent, c'est-à-dire OMC compatible, en arrêtant de donner des bonus aux voitures fabriquées au charbon en Chine. Alors on continue à les donner à celles fabriquées au charbon en Pologne, mais il fallait bien commencer quelque part. On va y revenir. Oui, je disais que je voulais commencer avec que tu nous dises un mot des Iconoclastes, où il y a pas mal de monde, puisqu'il y a Jacques Sapir, il y a Iconoclaste, Olivier Philippe Delamarche, Béchade, Pierre Connaissat, Olivier Delamarche, pour n'en nommer que quelques-uns. Olivier Berruyer. Stine Jacobsen, qui était aussi oui. avec nous, hein. Saxo Bank, avec ses prédictions outrageuses. Iconoclaste, ça a été fondé en 2014. C'est un groupe de personnes qui viennent d'univers différents, qui pensent différemment, mais qui apprécient de débattre du fond des choses, sans a priori, en parlant des faits. Et on a fait beaucoup de conférences, on a pas mal traversé la France notamment, de 2014 à 2020. Et après, le Covid a eu un peu raison de nos conférences. Et puis surtout, on avait aussi on avait un bénévole qui nous aidait à organiser, puis il a arrêté. Et comme tu le sais, parfois c'est difficile d'organiser les choses toute seule. Donc on a toujours notre site internet, on a toutes nos contributions, nos articles, etc. Mais on est un peu moins actif. Ce qui ne nous empêche pas de continuer à se voir et d'avoir beaucoup de plaisir à déjeuner et débattre ensemble. Donc un think tank un tout petit peu en veilleuse. Think tank, si tu veux, généralement, tu es censé penser, mais tu es censé aussi produire de temps en temps. Nous, notre production, c'était surtout nos conférences. En fait, on agrégeait tous nos passages médias respectifs sur notre site. Et puis après, on faisait des conférences ensemble. On arrivait à 4, à 6. C'était vraiment des assez bons moments. On a fait des conférences à l'école de guerre,
qui sont d'ailleurs en ligne. On a fait à l'école normale supérieure, on en a fait dans les CCI, etc. On pourrait continuer à en faire, mais sauf que c'est vrai qu'on est tous... notre particularité, c'est qu'on est tous chefs d'entreprise, entrepreneurs, et donc les journées font que 24 heures. Et donc voilà, c'est la contrainte. Si on y ajoute des enfants. Si on y ajoute des enfants, les les journées font toujours 24 heures, mais avec 2 enfants en plus. Bon. Alors maintenant, on est en 2024. La guerre en Ukraine continue. Les tensions sur les marchés d'énergie sont toujours assez forts pour des pays... Un peu moins. Un peu moins. Un peu moins. Enfin, ça dépend de quoi, mais si on regarde un petit panorama rapide sur l'énergie... L'idée, c'est quel est le panorama pour l'Europe et la France sur l'énergie. Alors moi, j'aime bien les souvent... mois à venir. Moi, je fais énergie par énergie. Là, je rappelle juste déjà à ceux qui nous écoutent que donc, l'électricité, c'est à peu près la moitié, en tout cas en France, de notre énergie. L'autre moitié, c'est du pétrole et du gaz, pour simplifier. Dans l'électricité, une grande partie, c'est du nucléaire, mais on a aussi beaucoup d'hydraulique. Et puis après, un peu d'énergie renouvelable intermittente, solaire, éolien et du gaz. Donc on va pas parler d'électricité, moi je vais parler de l'autre, pétrole, gaz, et puis charbon accessoirement, mais charbon on en a très peu, même si on en a un peu... On a produit un peu centrale, Voilà, on a mis mardi Saint-Avold pour éviter les problèmes. Saint-Avold qu'on avait rouvert suite à la fermeture de Fessenheim, qui est d'ailleurs je crois assez proche de Fessenheim, c'est assez drôle. Enfin très drôle. C'est encore une pierre à mettre dans le jardin de ceux qui se qualifient d'écologistes, politiques en tout cas. Oui, c'était un retour à la réalité. C'est comme l'Allemagne, c'est une petite Allemagne. Ils n'avaient pas prévu, mais oui, c'est effectivement ce qu'ont fait les Allemands à l'époque. Donc, pétrole. Bon, pétrole, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Nous, les citoyens, comme on regarde ça souvent avec les prix à la pompe, les prix à la pompe, en ce moment, ils sont plus bas, parce qu'en fait, l'économie mondiale, elle n'est pas au top. Donc, on a plutôt... même si on a quand même certaines contraintes liées à la guerre en Ukraine, aux sanctions qu'on a sur le pétrole russe et le diesel, en fait, c'est un peu un jeu de vase communicant. C'est-à-dire qu'au lieu que les Russes vendent leur pétrole à l'Europe, ils l'ont vendu aux Chinois, et au lieu que les Saoudiens, et puis que les Saoudiens vendent aux Chinois, ils l'ont vendu aux Européens. Donc, on le paye juste un peu plus cher qu'eux. Mais grosso modo, ça n'a eu pas beaucoup d'impact. Et puisqu'il y a beaucoup d'impact, c'est surtout... les politiques des banques centrales qui remontent les taux, qui fait que l'économie, je ne sais pas si elle est en train d'atterrir ou si elle est en train de plonger en récession, mais on n'est pas au top. Et de toute façon, quand on regarde les évolutions du prix du pétrole ou du prix du diesel, par exemple, mais sans les taxes, c'est des très bons signes avant-coureurs de la santé de l'économie. Donc là, pour l'instant, on est sur je sais pas, peut-être 70-80 $. Ce qui n'est pas cher quand on regarde en euros constants, qu'on enlève l'inflation. On est sur des plus bas depuis un certain nombre d'années quand même. On a quand même passé un maximum de production il y a 5 ans, il faut le savoir. C'était en 2018 au niveau mondial. 85 millions de barils par jour. Au sein de l'ASPO France, on n'est pas tous d'accord, mais on est une majorité à penser qu'on ne reviendra plus à ces niveaux-là. Donc on va vivre avec un monde où on ne pourra plus ouvrir le robinet plus fort. Donc on va faire un peu avec moins de pétrole. On a eu quand même, justement sur le robinet, on a eu quand même l'année dernière une demande, en particulier l'Arabie Saoudite, de rouvrir le robinet, et puis finalement, dans le cadre on a demandé. L'OPEP+, eux ont décidé plutôt, à 3 reprises, de le fermer. Oui, alors ça c'est vrai que... si on maintenir les prix un peu plus haut. Voilà, il y a eu un véritable changement géopolitique qu'on ne mentionne pas souvent. C'est qu'effectivement, on avait quand même un accord, un partenariat depuis 1945, à la sortie de la conférence de Yalta, sur un croiseur américain qui s'appelait le Quincy, où on a un partenariat entre les Américains et les Saoudiens, pétrole contre sécurité. Je te fournis en pétrole et tu me protèges. Et ce partenariat a volé en éclats, effectivement, il y a en 2022, puisque Joe Biden, quand on était sous contrainte avec les sanctions sur la Russie, est venu voir Mohammed Ben Salman, avec qui il n'avait pas été tendre quand il avait découpé un journaliste en morceaux. Donc, il s'est fait recevoir, il a demandé plus de pétrole, il lui a gentiment dit de... Puis, si j'ai bien compris, les Saoudiens, comme beaucoup d'autres, n'ont pas trop apprécié le gel des avoirs russes, en se disant que ça peut leur tomber aussi. Et puis surtout, il y a eu un rapprochement qui s'est opéré en fait au moment du Covid. Il y a eu un peu
un combat entre Vladimir Poutine et puis Mohamed Ben Salman. C'était en mars 2020, quand les prix ont chuté. Il me semble que les Saoudiens voulaient couper, mais pas Poutine. Et puis finalement, ils ont réussi à se retrouver quelques mois plus tard. Ils se sont mis d'accord et ça a créé finalement les conditions de cette alliance où finalement on a donc les Saoudiens avec les Russes. Mais si on regarde un peu plus largement et qu'on regarde les BRICS par exemple, eh bien on va voir qu'il y a des pays comme dans les BRICS, on avait déjà donc le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine et l'Afrique du Sud. On a d'autres pays qui viennent se rajouter quand même au 1er janvier, qui sont l'Arabie Saoudite, l'Iran, qui ne sont quand même pas les plus grands copains de la région, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte. Et puis après l'Égypte, je crois la Somalie, si je dis pas de bêtises. On devait avoir l'Argentine, mais ils ont... L'Éthiopie, ouais. On devait avoir l'Argentine, mais finalement ils ont décliné avec le nouveau président. Et donc, ces gens-là, ils maîtrisent quand même 80% de l'approvisionnement mondial de pétrole. Donc notre problématique sur le pétrole en ce moment, c'est pas tant le prix, c'est sur les quantités, et notamment nous en Europe, on n'a pas de pétrole. Je ne sais pas si on a des idées, mais on est sûr qu'en tout cas, on n'a pas de pétrole. On en a un petit peu en Norvège, qui est dans l'Europe géographique, mais qui n'est pas dans l'Union européenne. Mais sinon, on dépendait quand même beaucoup de la Russie. On a aujourd'hui les... Juste une question. Comme la France est là, la deuxième surface maritime mondiale, ouais. On n'a pas des réserves quelque part? Si, mais on n'a pas le droit de les utiliser. Pourquoi? On les a près de la Guyane. En fait, si vous voulez, à côté de la Guyane française, il y a ce qu'on appelle le Guyana, qui est un peu le Qatar du pétrole, le Qatar sud-américain du pétrole. Donc eux, ils ont des réserves énormes. D'ailleurs, c'est pour ça que, il me semble, Nicolas Maduro voulait mettre la main dessus, avec le Venezuela. Mais non, nous, parce que en fait, on s'est interdit de l'extraire. Ça, c'est sous Nicolas Hulot. Comme d'ailleurs, vous savez, on peut avoir les plus grandes réserves de pétrole et pas les extraire. On peut d'ailleurs aussi être le plus grand importateur de gaz de schiste, on va en parler, et s'interdire de le produire chez nous, parce que la pollution, c'est quand même mieux quand c'est chez les autres. Donc, non, ce serait peut-être plus pertinent de tout faire pour réduire, de prendre l'exemple de la Norvège. La Norvège, ils consomment un minimum de pétrole, parce que leur électricité est hydraulique, leur voiture commence à être peut-être un tiers des voitures qui roulent, qui sont électriques. Bon, ils le vendent aux autres, alors on peut leur reprocher, mais nous, ce qui va nous impacter, c'est, par exemple, si les gens peuvent plus se déplacer. Donc ce qui est critique, au-delà de la production du pétrole, c'est surtout de s'assurer que... Et le gaz? Alors le gaz, c'est plus compliqué. Le gaz, c'est plus compliqué. Au départ, le gaz, c'est une énergie qui est régionale, parce que ça se transporte mal, parce que c'est gazeux. Et donc, on a des marchés, on a les États-Unis, on a l'Europe, on a l'Asie, qui sont assez différents, ça se transporte par tuyau. Et d'ailleurs, et la Russie est un des principaux fournisseurs de l'Europe. Ça a commencé il y a 40 ans, 50 ans, et ça fait 40 ans que ça énerve les Américains. Et la première fois qu'ils sabotent un gazoduc, c'est en 1981. Avec un petit hack d'un gazoduc. Alors, sur le gaz, c'est plus compliqué parce que c'est devenu une énergie mondiale maintenant, parce qu'en fait, maintenant, grâce à un brevet d'ailleurs français, et on a fait quelques trucs, on peut le transporter par bateau parce qu'on le liquéfie. Donc, il y a tout un marché mondial qui est le gaz naturel liquéfié. Le gaz, c'est l'énergie de la transition énergétique. Ça peut surprendre certains, mais en fait, c'est l'énergie qui va bien aller avec les renouvelables intermittents. Quand on a des éoliens, du soleil qui fait nuit et qu'il n'y a pas de vent, eh bien, il faut quand même avoir de l'électricité. Mais c'est aussi l'énergie dans des pays qui utilisent beaucoup de charbon, où on peut faire baisser ses émissions de CO2. On remplace le charbon par du gaz, ce qui a été fait aux États-Unis, ce qui n'a pas mis à Donald Trump d'être un des plus grands écolos américains, parce que c'est le pays qui a le plus baissé ses émissions de CO2 sous Donald Trump. Ce qui a été fait en Chine aussi, remplacer leur charbon par du gaz, ce qui a été fait aussi dans d'autres pays. Donc ça marchait bien. Ils ont un très gros renforcement avec la guerre en Ukraine et la construction de Power of Siberia. Alors c'était prévu. De Sibérie 2. Ouais, bien sûr. Mais c'était prévu avant. C'était prévu avant la guerre en Ukraine. Ils veulent en faire un deuxième, mais je ne suis pas sûr qu'il a été acté, parce qu'il me semble que les Chinois demandent aux Russes de le financer. Enfin, je crois que sur le financement, ils n'étaient pas tous d'accord. Donc il y a le premier qui va arriver, qui fait 50 milliards de mètres cubes. Pour donner un ordre de grandeur, on a acheté en Europe 160 milliards de mètres cubes
aux Russes et on consomme 400 milliards de mètres cubes. Comme ça pose un peu les choses, 400, 160. Et là, ils allaient enfiler 50 aux Chinois avec un nouveau projet pour refaire 50 de plus. Bon, ils sont en discussion. Les Chinois sont quand même des assez bons négociateurs. Ils sont en position de force. Donc, on verra ce qui se passe. Mais oui, aujourd'hui, l'enjeu, c'est que nous, le gaz, on le paye depuis la guerre en Ukraine 2 fois plus cher qu'avant. On le paye 4 fois plus cher que les Américains. C'est un problème au niveau de l'industrie notamment, parce qu'on est beaucoup moins compétitif. Et donc, on a, avec ce qui s'est passé, donc c'est la guerre en Ukraine, mais c'est aussi, le conflit a commencé avant. Le fait qu'on n'ait pas voulu notamment que les Américains aient mis leur veto, grosso modo, sur Nord Stream 2. Et donc, on fait le nécessaire pour que les Allemands ne le valident pas, etc. etc. C'est quand même ça qui se passe avant la guerre. Mais ça fait que nous, en Europe, on est privé de gaz bon marché. Gaz bon marché, quand on est privé, c'est un peu embêtant parce que l'industrie, fabriquer des batteries, par exemple, de voitures électriques, ça ne se fait pas encore avec des panneaux solaires ou ni avec des gens qui pédalent sur des vélos. Ça se fait avec du gaz naturel. Et donc, si ce n'est pas de gaz naturel, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les entreprises vont aller aux États-Unis. Et donc là, c'est ce qui aujourd'hui, par exemple, sur les 2 tiers des projets de Gigafactory qu'on a en Europe, il y a 2 tiers des projets de Gigafactory qui sont à risque parce que le gaz est 4 fois moins cher aux États-Unis et que non seulement il est moins cher, mais en plus, ils ont des subventions, un protectionnisme assumé qui s'appelle Inflation Reduction Act, où en fait, ils vont subventionner la moitié du coût des fabrications d'une batterie. Ils vont donner de l'argent pour les voitures fabriquées aux États-Unis, et ils ont bien raison. Alors néanmoins, nous, pour donner un ordre de grandeur, nous, on a réagi. Alors, ils ont fait un plan, juste Inflation Reduction Act, 400 milliards de dollars. Et donc, nous, on a réagi comme on aime bien les acronymes. Nous, eux, c'est le IRA. Nous, c'est le NZIA. Donc, c'est le Net Zero Industry Act. Et donc, 400 milliards aux États-Unis, 20 milliards en Europe. Bon, OK. Eux, pour les aides à l'achat, ils ont des conditionnements liés à la localisation des métaux pour s'assurer que non seulement ils vont avoir les batteries, mais aussi les métaux, parce que sinon, ils vont dépendre des Chinois. Nous, il n'y a pas de conditions. Et là, c'est comme la relance post-Covid. Europe, 700 milliards. Dans des conditions très difficiles, les États-Unis, 5000. Oui, c'est un petit peu différent. Alors, Tesla, par exemple. Tesla était déjà... ils avaient le plus grand projet de batterie était à Berlin. Et donc, suite à l'augmentation du prix du gaz, notamment, et IRA, ils sont partis aux États-Unis. Donc là, l'Europe s'est dit, zut, c'est un problème. Et donc, on avait Northvolt, qui est un autre fabricant de batteries suédois, qui était sur le même projet. Et là, l'Europe a inventé un nouveau truc qui s'appelle le Matching Aid. Donc, c'est-à-dire que si tu voulais faire ton projet en Europe et que finalement, tu as des meilleures subventions aux États-Unis, je m'aligne. Donc, on vous rembourse si tu trouves moins cher ailleurs. Bon, on ne va pas se plaindre. Mais donc là, elle a autorisé l'Allemagne à subventionner à hauteur de presque 1 milliard d'euros Northvolt pour mettre... Donc, quelque part, c'est intéressant parce que l'Europe, qui a vraiment été le moteur du libre-échange au niveau mondial depuis 50 ans, a baissé toutes les barrières possibles et inimaginables, il y a un petit peu, on va dire, une évolution. Et de toute façon, on va en avoir besoin parce que si on prend un petit peu de recul, on a les États-Unis qui ont leur Inflation Reduction Act, qui ont leur énergie gaz pas cher, électricité pas chère, pétrole pas cher, qui sont autosuffisants en énergie. OK. De l'autre côté, on a la Chine qui, elle aussi, subventionne son industrie. Elle n'est pas autosuffisante, mais elle a une géopolitique, un soft power qui fait qu'elle a accès, c'est ça le souverainisme, elle a accès à toutes ces énergies et à bon prix, notamment le gaz russe, qu'elle va payer beaucoup moins cher que nous. Et puis, il reste au milieu de ça, coincé l'Europe, qui auparavant avait accès aux matières premières et l'énergie pas chère avec la Russie. Mais les Américains ont quand même réussi à décrocher, à couper le cordon ombilical, ce qu'ils essayaient de faire depuis 40 ans. Et là, l'Europe toute seule, je ne suis pas sûr que ça va bien se passer. Et sans énergie, nos hommes politiques ont découvert il n'y a pas longtemps que l'énergie, ce n'était pas que l'électricité, qu'il y avait aussi du gaz et du pétrole. Tant mieux. Mais là... Sur le gaz, c'est vraiment là où ça va bloquer. Et c'est vraiment là où on n'a pas de plan B, quoi. On n'a pas d'alternative. Et moi, ce que je pense, c'est que soit on est capable, d'ici à 2030, et c'est vraiment demain, d'une manière ou d'une autre,
d'avoir un nouveau accès du gaz pas cher, mais ça, le gaz pas cher, il n'est que russe. Donc, bon, en étant réaliste, on ne voit pas bien comment on va redevenir copain avec les Russes avant une dizaine d'années. Sauf que dans 10 ans, ils se seront retournés vers les Chinois et qu'il n'y aura plus de gaz pour nous, quoi. Donc, on est quand même dans une situation complexe. Plus ou moins en train de scier la branche sur laquelle on est assise. On sait faire ça très bien. D'autant qu'il y a un problème qui est lié au gaz qui passe un peu sous le radar, dont on ne parle pas trop, c'est la production d'engrais. Alors, il ne passe pas sur le radar, on en parle un peu moins, mais l'inflation... Mais les conséquences sont assez lourdes, en fait. Je te remercie d'en parler. Parce que c'est vrai que c'est un débat que j'ai avec certains analystes. C'est que ce qui s'est passé sur le gaz, là on parlait de l'approvisionnement, mais maintenant on peut parler des prix. Et en fait, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que les prix ont augmenté. Alors on a beaucoup parlé du prix de l'électricité, et qui était lié en fait au prix du gaz, qui lui a explosé. Alors pour revenir sur les raisons de l'augmentation du prix du gaz très rapidement, grosso modo, il faut avoir en tête que le gaz, ça coûtait en Europe entre 15 et 20 euros du mégawattheure. On retient entre 15 et 20. OK. Et puis... 15-20, ouais, c'est l'ordre de grandeur depuis sur la décennie 2010-2020. Et puis, depuis début 2020, juin 2020, il passe à 3,50 €. Bon, ça, c'est le Covid. C'est aussi le moment où le pétrole est tombé à 20 $. Et même parfois, il est passé en moins de 30 $ en prix négatif à Cushing. L'économie repart début 2021, post-Covid. Et derrière, la Chine repart, et la Chine a ses Jeux Olympiques de Pékin début 2022. La Chine achète beaucoup de gaz au premier semestre 2021 et elle fait monter les prix du gaz. Donc c'est la Chine qui fait principalement. Alors l'économie mondiale repart, mais la Chine fait monter les prix du gaz. Et puis deuxième partie 2021, Vladimir Poutine, le Nord Stream 2 est terminé. Nord Stream 2 est chargé, rempli en gaz à partir de septembre. Il a besoin de la validation, certification des Allemands pour commencer à produire, mais ça les Allemands n'ont pas envie, et donc pour la mettre la pression, Vladimir Poutine a moins rempli les réservoirs de stockage en Europe, il a commencé à réduire aussi un petit peu les débits, donc ça fait aussi augmenter le prix du gaz toute l'année la deuxième semestre 2021, et puis derrière, ensuite vous avez la guerre en Ukraine, février 2022, et puis Nord Stream qui a arrêté déjà en juillet, qui fait encore augmenter le prix du gaz, on arrive à 350 €. 350 € en août 2022. Oui. Donc 15, 350. Donc ça s'appelle x20. Ça s'appelle plus 2000% x20. Hein, d'accord ? C'est pas plus 20%, c'est plus 2000%. Et donc là, on a un problème. Et on a un problème pourquoi ? Parce que le gaz, alors au-delà de faire exploser le prix de l'électricité, on en parlera peut-être plus tard, ben ça rentre dans la constitution de la nourriture puisque c'est l'énergie de l'engrais. Hein, l'engrais, c'est du gaz transformé, c'est de l'ammoniac, NH3. Et ça, c'est pas assez. Que l'ammoniac, bien sûr, de l'ammoniac, donc il faut du gaz. Le gaz. Et qu'un champ agricole sans engrais, ça marche moins bien. Au moins 50% de rendement moins. Ça marche moins bien. Donc le gaz, à quoi ça sert le gaz ? C'est important de le rappeler. Ça sert à faire l'ammoniac pour les engrais, ça sert à faire de l'électricité, et puis il y en a qui en ont chez eux, ça sert à faire du chauffage. Et la quatrième chose, ça sert pour l'industrie. Hein, toute l'énergie de l'industrie. L'énergie de l'industrie, c'est un tiers d'électricité, un tiers de gaz, donc c'est très important, notamment pour faire de la chaleur, pour chauffer. Oui. Et puis le dernier usage, ça sert à faire des plastiques aussi. Toute la chimie la chimie, c'est soit à base de pétrole, soit à base de gaz. Et donc, tous ces usages-là, tous les prix... C'est pour ça que même BASF, qui est la très grande entreprise allemande de pétrochimie, envoie des unités de production aux États-Unis. Et en Asie, bien sûr, oui. Ils sont en train de partir, ils n'ont plus le choix, en fait. L'Allemagne, son industrie, notamment le renouveau de son industrie depuis 2010, qui s'est très, très bien passé, c'est accès à du gaz pas cher, c'est Nord Stream 1 qui a été mis en place, et l'Allemagne, l'industrie allemande sans le gaz russe, malheureusement, c'est pas très loin d'être capote. Hein. Donc, c'est quand même vers ça où on s'oriente. Et donc, le gaz, in fine, pourquoi je veux en parler ? Parce que ça fait augmenter les prix. L'inflation. Aujourd'hui, quand on parle de l'inflation, qui quand même nous a préoccupés depuis 2 ans. Il y a beaucoup de gens qui disent, donc certains de mes collègues chez les Econoclasts d'ailleurs, que c'est à cause des politiques monétaires des banques centrales. Comme elles ont imprimé beaucoup d'argent, il faut bien que ça aille quelque part, et puis une fois que ça est dans le bitcoin, dans l'immobilier, etc., ça va dans l'inflation. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Moi, je pense que ça va
dans Une révélation. l'inflation, c'est le choc énergétique, c'est la contrainte énergétique. C'est pas les politiques monétaires anticonventionnelles. Et pourquoi? Parce Mais que c'est bizarre que ça... ce soit pas intégré, parce que ça tombe un peu sous le sens. De quoi? Bah, il n'y a pas d'économie sans énergie. Et si Oui. l'énergie Je sais bien. qui fait tourner les moteurs augmente, nécessairement Oui, l'inflation est là. oui, mais ils vont dire oui, mais ça augmente à cause des politiques monétaires. Parce qu'on a imprimé de l'argent, parce qu'on a fait des planches à billets. Et moi je dis, mais oui, mais il y a 20 ans. Il y a 20 ans, en 2002, 2003, on n'imprimait pas des billets. Qu'est-ce qui s'est passé? La Chine argent l'OMC fin 2021. Ça a commencé à faire augmenter les prix du pétrole parce qu'on a dû transporter, on a bougé les usines en Chine, on les a fait bouger. Donc la Chine, les prix du pétrole, la demande de pétrole a augmenté, l'offre n'augmentait pas. C'est pour ça qu'on passe de quelque chose comme 20 ou 30 dollars en 2001 à 150 dollars en 2008. Et je rappelle aussi, en passant, qu'à l'époque, les prix du gaz sont indexés sur les prix du pétrole. Donc le prix du gaz augmente à ce moment-là. Et comme le prix de l'électricité est aussi indexé sur le prix du gaz, le prix de l'électricité augmente aussi. Cette crise qu'on a vécue là, on a eu la même en 2003, de 2003 à 2008. Il n'y avait pas de politique non conventionnelle. On a eu la même inflation. Les banques centrales, la Fed, qui fait augmenter les taux. Et c'est ça qui fait les subprimes, hein, qui fait augmenter les taux. Donc les taux variables augmentent. Et c'est ça qui fait... Donc là, on est dans la même situation. Et c'est le moment de parler un peu peut-être des entreprises parce que on parle souvent pourquoi est-ce que c'est un problème pour les entreprises. On va en parler un peu plus tard, je sais pas. On va y arriver, mais juste pour dire, l'inflation parce qu'on dit souvent l'inflation, l'augmentation du coût de l'énergie, les gens me disent oui, mais c'est qu'une ligne dans le compte de résultat d'une entreprise, c'est juste une charge. Ben non, c'est pas une charge. C'est pas qu'une charge, c'est aussi le chiffre d'affaires. Parce que quand vous avez 10 ou 15% d'inflation, ça veut dire que votre salaire, ton salaire, mon salaire, il baisse de 10 ou 15%. Et donc, si il baisse de 10 ou 15%, on va pas partir à Axtad pour skier, on va avoir un peu moins de moyens. Et donc, on va devoir faire un petit peu attention. Et c'est concrètement ce qui se passe aujourd'hui. Quand on regarde les niveaux de défaillance... Ceux qui ne skient pas à Axtad, ils se retrouvent dans leur supermarché avec des antivols sur les steaks. Oui, exactement. Et pour parler un peu des défaillances, ça, c'est des chiffres. Moi, je suis de quelques trucs. Je regarde les prix du pétrole, les prix du carburant, je les découpe en morceaux. Et je regarde les défaillances d'entreprises tous les mois. Je reprends les données de la Banque de France et je les retraite. Parce que les données sont un peu noyées dans les micro-entreprises qui représentent 95% des faillites. Bref, quand on regarde les défaillances de nos PME, on est au même niveau que la crise de 2008. Bruno Le Maire, je ne suis pas sûr qu'il soit au courant. Récemment, c'est 400 par mois. C'est colossal. Oui. On est à 400 par mois, donc 20 par jour. Hein, ce coup-ci, des journées à 20 jours. C'est beaucoup. On n'a pas vu ça depuis 2008. Pour le gouvernement, tout va bien. Les 30 glorieuses sont en vue pour Bruno Le Maire. Mais ça, c'est terrible. Pourquoi? Et donc, il y a deux secteurs qui sont touchés. Oui, mais Bruno Le Maire est romancier. Et donc, pas tout faire. Des fantasmes. Il fait quand même des maths, parce que là, il a quand même réussi à calculer qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme taxe sur l'électricité pour arriver exactement à 10% de hausse. Hein. Donc, il a quand même des gens qui font des maths avec lui. Et donc, on a une baisse du chiffre d'affaires, de l'activité, et donc on a des secteurs qui sont très touchés. Le commerce, hein, on entend tous les jours, vous avez une entreprise, récemment Maison Le Jaby, avant-hier Chaussexpo, Burton, Gosport... San Marino, enfin tous ces magasins qui sont liquidés. Habitat, il n'y a pas longtemps. Maison du Monde, je ne suis pas sûr qu'ils soient en très bonne forme non plus. Enfin, c'est terrible. C'est normal, les gens n'ont plus d'argent. Donc, c'est pas choquant, entre guillemets, ça se comprend. Pour que tout le monde comprenne bien, c'est un cercle vicieux, ouais, d'accord. Si on a une inflation qui affecte, comme vous le dites, 10-15% des salaires, parce que c'est la réalité, donc c'est moins de dépenses. C'est moins de dépenses. Moins de dépenses, moins de carnet de commandes. Moins d'emploi, moins de alors dépenses. Qu'on y ajoute en plus une hausse du coût de l'énergie pour les entreprises. Et neige. Et on n'a pas fini. Et on va aussi du coût du financement. Puisqu'avec l'inflation, qu'est-ce que font les banques centrales? Elles augmentent les taux. Quand on augmente les taux, le financement coûte plus cher. Et ça va impacter très fort un autre secteur, qui est le secteur du bâtiment, le secteur de l'immobilier, du BTP. Puisque là, non seulement... les gens sont moins solvables, donc déjà ils peuvent moins déménager ou moins acheter. Bon, ça va faire un peu baisser les prix, peut-être pas une si mauvaise chose que ça, mais par contre,
vous allez avoir moins de financement de projet. On va construire moins d'immeubles parce que ça coûte beaucoup plus cher de monter des projets avec un financement à 4% plutôt qu'un financement à 2%. Et donc, vous avez tout un secteur qui souffre beaucoup en ce moment, donc BTP et commerce. Et quand le commerce commence à souffrir, eh bien, c'est toujours d'abord ceux qui vendent aux consommateurs qui y vendent, mais puis après, c'est ceux à qui ils achètent, c'est les producteurs qui vont avoir moins de commandes. Et donc après, qu'est-ce qui vous reste comme solution surtout pour ceux qui donnent du mal à produire en France, qui est un pays compliqué, hein, entre les normes, le coût du travail. Avant, on avait un coût de l'électricité ultra compétitif. Pour l'instant, c'est plus le cas. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils ferment, soit ils s'en vont. Voilà, donc ça, c'est pas énorme. En fait, contrairement à ce que dit le gouvernement, vous pensez que l'inflation est durable et risque d'affecter encore plus l'économie, parce que Bruno Le Maire avait dit, en dehors du fait que l'économie russe va être mise à genoux, avait dit il n'y aura pas d'inflation, puis après elle sera faible, puis après elle sera contrôlée, puis après les prix vont revenir, puis à un moment donné, c'était les prix ne vont jamais revenir à ce qu'ils étaient avant. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que les prix ne baissent pas. Mais là, ils disent, mais ça va être quand même c'est la fin de l'inflation. Là, alors moi, je suis pas... Premièrement, je ne suis pas économiste et ma boule de cristal, je n'ai pas la fonction inflation dedans. Non, mais bien sûr, mais si on prend le... ce que je peux vous dire, c'est la variable énergie importante. Non, la variable énergie, les prix du pétrole, là, avec l'état économique du monde, l'Allemagne en récession, la France qui va bientôt y rentrer statistiquement, parce que on y est concrètement, de toute façon, pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour s'en rendre compte. Les prix du pétrole ne vont pas exploser. Je rappelle d'ailleurs que les prix du pétrole sont... globalement, ça coûte pas cher le pétrole. Hein. Quand on enlève les taxes, c'est 50 centimes le litre, hein, donc ça coûte quand même moins cher que de l'eau. Hein. Le gaz, les prix du gaz en ce moment, on a passé la crise, elle est derrière nous. On a, je dis, un ralentissement mondial, malheureusement, désindustrialisation de l'Europe, hein, c'est comme ça qu'il faut le dire, en Allemagne, en France, donc moins de demande pour du gaz naturel. Donc les prix, a priori, là, ils sont à $30. Donc, vous voyez, on était à 15-20, là, on est à $30. On est très stocké. Donc, je doute qu'on revienne sur ces niveaux très élevés sur le gaz. Qu'est-ce qui reste d'autre? L'électricité, la crise est plutôt derrière nous. Les prix, notamment du marché, là, on a eu hier Emmanuel Vargon qui a annoncé que les prix auraient dû baisser d'un pouillème hors taxe, mais que comme M. Bruno Le Maire va remettre des taxes qu'il avait enlevées, ils vont augmenter de 10%. En février. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui sur l'électricité, c'est que le consommateur, il était plus ou moins protégé par ce bouclier tarifaire qui a permis à EDF de se refaire d'ailleurs un petit pactole de 20 milliards d'euros. Mais c'est les entreprises. Les entreprises qui, par exemple, l'an dernier, ont signé un contrat sur 3 ans, à 300 € du mégawattheure, alors que le coût de production est à 60. Et ces gens-là, ils sont coincés avec leur contrat encore pendant 1 an, 2 ans, parce que s'ils veulent le rompre, ils ont des pénalités. Ils ne peuvent pas le rompre comme ça. Alors moi, j'ai suggéré, ça avait été fait l'an dernier au cas par cas par Bruno Le Maire. Vous vous souvenez peut-être les boulangers qui tout fait sur leur facture. Au cas par cas, on leur a laissé rompre leur contrat pour en négocier un nouveau. Là, c'est ce qu'il faudrait faire pour tout le monde, mais ça coûterait peut-être un peu d'argent. Il faudra regarder, il faudra faire les calculs. Et sinon, il y a une méthode qui nous montre qu'on se rapproche de plus en plus quand même du tiers-monde en France. C'est que quand vous avez un État qui met des prix artificiels de l'électricité qui n'ont rien à voir avec la réalité et que ça va vous asphyxier, eh bien, vous trouvez des solutions comme par exemple installer un deuxième compteur d'électricité et avoir un deuxième fournisseur. Donc ça, il y a des gens qui essaient de le faire. Il y a peut-être des possibilités, des failles juridiques. Mais en fait, on en arrive là à un moment donné quand votre système est tellement ubuesque que la seule solution, c'est de demander de construire un deuxième compteur à côté du premier. Voilà, je pense que c'est un joli signe de tiers-mondisation, malheureusement. On peut comparer ça à la loi absurde en Grande-Bretagne qui est restée célèbre quand on étudie la fiscalité, qui est celle des impôts sur les fenêtres. Et les gens avaient muré leurs fenêtres. Alors exactement, mais il y a ça aussi. Mais il y a d'autres pays, hein, vous savez, où vous avez les impôts par étage, donc ils font une maison, puis ils construisent étage par étage, et ils font pas les... On en est un petit peu là, et c'est vrai, alors ça, on est à peu près peut-être au milieu de notre interview, je vais en profiter pour être un peu pessimiste. J'essaierai de finir plus optimiste. C'est vrai qu'on était d'un optimisme fou et ravageur avant, mais c'est extraordinaire. Non, mais... malheureusement, quand on regarde notre pays, les yeux dans les yeux, hein, comme dirait notre cher ministre,
Tu regardes les services publics, tu regardes l'éducation, tu regardes l'hôpital. Là, maintenant, on regarde ce qui se passait sur l'électricité. On va pas quand même dans la bonne direction, quoi. Donc, les médicaments, par exemple. Tu as des enfants, peut-être. Voilà, moi, j'ai des enfants. Quand ils sont malades et qu'ils ont besoin d'antibiotiques, il n'y en a pas. J'ai dû acheter des antibiotiques. Donc, il n'y a plus d'antibiotiques à boire. Plus d'amoxicilline. Oui, mais pas à boire. Tu peux en avoir en gélule. Et donc, moi, j'en ai acheté en gélule pour mon fils, 8 ans. Bah, il pouvait pas avaler la gélule, quoi. Il a dû croquer la gélule, l'avaler, machin. Bon, ça se fait. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a une tendance, en particulier dans les médias, à oublier les choses. Mais nous, en 2019, on avait alerté, on a fait une tribune, je crois que c'était dans Le Monde, sur le fait qu'en 2019, donc on est avant Covid, on est avant la guerre en Ukraine, tout ça, hein, on avait 600 à 900 médicaments qui étaient déjà en pénurie en France. C'était en août 2019, il y a eu la crise de la cortisone. 3 semaines sans cortisone. Donc, pour tout un tas de gens. C'est gênant. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Même très très gênant. Et 60 à 70 médicaments critiques. Ça a explosé au moment du Covid parce que là, tout le monde s'est jeté sur les médicaments. On a vu que c'était la guerre des tarmacs, pas seulement sur les masques, mais depuis, je n'ai pas entendu qu'il y avait une installation de lignes de production de médicaments en France. Non, mais en plus, c'est même pas ça le sujet, en fait, je ne crois pas. Alors déjà, première chose, c'est quoi un pays qui est même plus capable de soigner ses enfants? Franchement, première question, parce que c'est quand même a priori son avenir. Donc, non, en fait, le problème, c'est que en fait, avec la Sécu, on est tellement fauchés qu'on ne veut plus payer les médocs. Et donc, les médicaments, les fabricants, ils les vendent aux autres qui payent. Donc, il s'est passé exactement la même chose d'ailleurs sur le gaz naturel. C'était entre guillemets, je ferai le parallèle après, mais là, par exemple, l'Allemagne a augmenté tous les prix de ses médicaments. Donc, je suis fournisseur, j'ai un stock, je le vends à qui? Je le vends aux Allemands. Donc, nous, comme on ne veut pas payer, on n'a pas les médocs. Et il s'est passé la même chose sur le gaz, dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'an dernier, le gaz était très cher. Et nous, on pouvait se le payer, acheter le gaz, mais par exemple, on l'a piqué au Bangladesh, on l'a piqué au Pakistan, et c'est eux qui se sont retrouvés dans le noir à notre place. Donc on a délocalisé les qui ont rouvert blackouts. Les centrales à charbon. Accessoirement aussi, effectivement, et ça c'est un peu Emmanuel Macron le reprochait à Dubaï. Bien évidemment, et ça c'est le petit côté que les gens, parce que ce qui a quand même scellé le destin de l'Europe, on peut quand même le dire, c'est quand même l'explosion de... On avait des tuyaux qui nous permettaient d'acheminer du gaz pas cher de Russie, et sur 4 tuyaux, il n'en reste plus que 3, plus qu'un, pardon. C'était les tuyaux Nord Stream. Nord Stream, les gens ne s'en rendent pas compte, mais en termes de climat, l'explosion de Nord Stream, alors je ne parle pas des fuites de méthane pendant quelques jours, etc., mais en fait, l'explosion de Nord Stream et le fait que ça coupe le cordon ombilical entre l'Europe et la Russie fait que l'Europe, qui était plutôt pas trop présente sur le marché mondial du gaz liquide, va aller récupérer toute cette place sur le gaz liquide. Et donc, elle sort d'autres personnes qui ne peuvent plus le payer. Ces gens qui avaient fait des efforts pour remplacer le charbon par du gaz, ils repassent au charbon. C'est ce qu'a d'ailleurs fait la Chine, qui elle est repassée au charbon et nous revendait ses cargaisons de gaz russe ou américain 2 ou 3 fois le prix. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs sur le gaz, c'est qu'on ne va pas manquer de gaz. On le rachètera aux Chinois 2 fois ou 3 fois le prix qu'ils l'auront acheté aux Russes. C'est ça qui va se passer. Le problème, c'est que c'est bien, mais sauf que, industriellement parlant, à part la banqueroute, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre, quoi. Plus que ce que vous soulignez qui est intéressant, c'est une aggravation de la facture écologique. Facture écologique, vous savez, alors moi je me fais pas trop d'illusions puisque on en est à la 28e COP, mais ceci étant dit, j'aurai une bonne nouvelle après. On en est à la 28e COP et on n'a jamais autant émis de CO2 qu'en 2022, qu'en 2023, puisqu'effectivement on a un retour au charbon assez important. Et les émissions de CO2 n'ont jamais autant augmenté que depuis que les COP existent. Donc depuis qu'on s'y intéresse, donc parfois je me demande, est-ce qu'il aurait peut-être mieux fallu regarder ailleurs, comme le disait Jacques Chirac, ça aurait peut-être été plus simple. Non, alors la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Je ne sais pas si je la garde maintenant ou je la garde pour plus tard. Allez, une bonne nouvelle là. Allez, une bonne nouvelle. Pour relancer la bonne nouvelle. J'ai le plaisir et l'honneur de représenter mon pays, la France, au sein d'une association d'ingénieurs. Et donc on a une association en France qui s'appelle les ingénieurs et scientifiques de France, qui s'appelle l'IESF, qui elle-même est dans une association européenne qui s'appelle les Engineers Europe.
okay, les ingénieurs d'Europe. Et donc, on m'a demandé de participer à un groupe de travail pour regarder, s'intéresser à... Félicitations. Bah, écoute, oui, bénévolement, bien évidemment, pour regarder un des objectifs de développement durable des Nations Unies, qui a 20 objectifs de développement durable, et c'est le 7e, qui consiste à avoir une énergie accessible, bon marché et propre pour tous. Comment on fait? Et donc, il y a des sous-objectifs, et moi, je suis dans un groupe de travail sur les sous-objectifs qui regardent les collaborations internationales. En gros, c'est le truc qu'on n'arrive pas à faire, c'est-à-dire qu'à chaque COP, les pays qu'on appelait avant pays du tiers-monde ou en voie de développement demandent aux pays riches de l'argent pour pouvoir faire leur transition. Et les pays riches disent oh, « t'es gentil, mais bon ». Donc, on leur donne 1 milliard à gauche, 1 milliard à droite. Il faudra en gros 2000 milliards par an pour financer ça, et on leur donne 10. Voilà. Et donc, je me suis posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à un mécanisme pour pouvoir leur donner plus que 10 milliards d'euros par an et pouvoir surtout l'objectif, se débarrasser du charbon. Parce que le charbon, c'est plus de la moitié des émissions de CO2, c'est plus de la moitié de l'augmentation des émissions de CO2 depuis 2000, donc c'est le charbon le problème. Si on est sérieux sur le climat, bien évidemment. Après, sinon, on peut parler d'autres choses et de nucléaire, hein, mais sur le climat, c'est plutôt le charbon. Donc, on a réfléchi avec mes collègues européens à un mécanisme où on pourrait créer... Il y avait un prix Nobel d'économie qui s'appelait William Nordhaus, qui est américain, qui a proposé un club climat il y a quelques années, 2015. Le club climat, c'était quoi? C'était un ensemble de pays vertueux sur le climat, en gros, qui aurait mis une taxe carbone équivalente, je ne sais pas, 50 € la tonne. Ils se mettent d'accord. Et aux frontières de cet ensemble, ils mettent une taxe à l'importation pour les pays qui ne sont pas dedans, pour les inciter à venir. Et il me semble que le projet, à l'époque, c'était de mettre une taxe de 4%, 5% sur tous les biens importés dans cette zone. Eh bien, nous, on va reprendre un peu l'idée, mais on va le faire dans l'autre sens. Donc, on va créer pas un club climat, mais un club charbon. Et le club charbon, pour l'intégrer, c'est facile. Il faut produire plus de 100 TWh d'électricité avec du charbon par an. Et donc, là, on a un groupe de 15 pays. Et dans ces pays-là, on a la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud, 15 pays. Et ces pays-là, ils représentent 95% de l'électricité produite au niveau mondial avec du charbon. Et donc, sur tous les biens exportés par ces pays, on va appliquer une petite taxe charbon. Et donc, cette taxe charbon, alors on l'a calculé comment? En fait, on s'est dit, bon, alors, si je prends mes 15 pays, en gros, ils ont 48% de leur électricité qui est faite à base de charbon. Est-ce que je ne vais pas mettre une taxe de 48%? Peut-être que je vais mettre une taxe de la moitié. Et en fait, on a calculé que pour les aider à financer et à se débarrasser du charbon à horizon 2050, il fallait qu'on mette une taxe de 12%. Donc, un quart de leur part du charbon. On leur met cette taxe de 12%. Au niveau, c'est quelque chose géré par les Nations Unies. Et cet argent-là, 12% sur les exportations, donc ces 15 pays, ils représentent 55% des exportations mondiales, eh bien, ils peuvent l'utiliser. Ce n'est pas l'argent qu'on garde dans nos poches, c'est l'argent à leur disposition pour se décarboner. En tout cas, à disposition des pays qui ne font pas partie de l'OCDE. Parce qu'on considère que l'Allemagne et les États-Unis, ils se débrouillent tout seuls. Mais comme ça, la Chine, tous les gens dans ce club charbon, mais aussi les autres pays qui ne sont pas dans le club charbon, parce qu'ils ont beaucoup de charbon, mais que c'est des petits pays, donc ils n'ont pas 100 TWh, ils vont pouvoir accéder à ce fonds qui serait géré par les Nations Unies, par exemple l'UNEP, donc c'est le programme environnemental, c'est le PNUE en français, Programme des Nations Unies sur l'environnement, et qui pourrait leur dire, voilà, c'est un projet de renouvelables, de nucléaire, qui permettent d'enlever du charbon, eh bien, je te donne de l'argent. Donc, c'est un système vertueux où on met... Alors, une taxe à l'importation, quand je dis 12%, les gens disent « Ah, mais c'est terrible, 12%. » Alors, je vais vous faire un exemple pour voir si c'est terrible ou pas. Moi, je connais un secteur, parce que je travaille un peu avec ma femme dessus, c'est les culottes menstruelles. Nous, on se donne du mal pour fabriquer en France. Ça nous coûte très cher. Par exemple, une culotte qu'on va vendre 35 €, ça va coûter 15 € à fabriquer. Eh bien, en Chine, la même culotte, elle coûte 1,50 €. Donc, si je mets une taxe de 12% sur cette culotte à 1,50 €, combien elle va coûter? Tic-tac, tic-tac, ben, elle va coûter 1,65 €. Ouais. Voilà. Donc, ça va aller. D'accord? En termes de gens vont me dire, oui, mais ça va faire de l'inflation.
Non, ça va aller. Donc ça va surtout, c'est trouver le bon niveau de fiscalité pour permettre de se débarrasser du charbon. Et si on n'est pas ambitieux pour se débarrasser du charbon à horizon 2050, bon, bah, c'est pas grave, on fait autre chose et puis on arrête d'en parler. J'en parlais avec Brice Lalonde il n'y a pas longtemps. De toute façon, ces COP, elles ne servent à rien. Autant arrêter. Dire, à part bouffer des petits fours à 100 000 personnes, c'est des apéros géants, c'est sympa, mais à part ça, je vois pas à quoi ça sert, quoi. Donc voilà, une bonne nouvelle. On a peut-être la solution. Ça fait, on a peut-être la solution. C'est une sorte de taxe Tobin qui visait les transactions financières, mais là qui vise à réduire la part parce qu'en fait, du charbon. Oui, je rappelle, parce que peut-être que je ne l'ai pas dit, mais en fait, les émissions importées, c'est un petit peu le passager clandestin de la transition énergétique. Hein. Je rappelle juste qu'en France, elles ont été multipliées par 2. Plus de la moitié de notre empreinte sur le climat, chaque Français, c'est nos importations. Donc si on n'en parle pas, et je rappelle aussi que ce qu'on a fait depuis 20 ans, c'est exactement l'inverse de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on a pris les usines qui étaient dans des pays avec une électricité plutôt propre. En France, c'était d'ailleurs du nucléaire. Et on l'a mis dans l'électricité au charbon. C'est pas exactement ça qu'on aurait dû faire depuis 20 ans. Sur l'automobile, par exemple, 11 usines d'assemblage automobile qui ont fermé en Europe de l'Ouest de 2000 à 2010 et 10 qui ont ouvert en Europe de l'Est. Et donc là, on parle de pays, Europe de l'Est, on parle de Turquie, on parle de Maroc, on parle de Roumanie, Pologne, beaucoup de charbon. Donc c'est pas ça qu'on doit faire. Puis il y a un effet pervers, alors, qui est une très mauvaise nouvelle pour ceux qui voulaient mettre à bas l'économie russe, c'est que, contrairement à ce qu'on disait, ils ne vivaient pas que de la vente de leurs ressources. Ils avaient une industrie, on le voit là dans le cadre de cette guerre, mais ils sont en processus d'industrialisation, réindustrialisation accélérée. Grâce à nous. De facto, grâce à nous. Parce que nous, c'est ce qu'il nous faudrait. Le gaz, il part. Nous, il nous faudrait des sanctions. Il part pas qu'en Chine, mais il part aussi en Russie, où ils se mettent à produire eux-mêmes beaucoup de choses qu'ils nous achetaient. Bien sûr, sur l'agroalimentaire, bien évidemment. L'agroalimentaire, ça c'est plié déjà. Ouais. Mais dans 10 ans... On pourra leur acheter des fromages russes, des camemberts russes dans pas longtemps. Un problème. Parce que si... Alors, c'est un peu vrai, mais là, ils en ont quand même... Oui, d'accord, mais ils ont beaucoup de gaz. Là, on va avoir un problème, c'est aux États-Unis. Les Russes, oui, ils vont consommer plus de gaz pour eux, mais ils en ont des quantités tellement astronomiques, ils ne savent pas quoi en faire, que je ne pense pas qu'il y aura de problème. Sur le pétrole peut-être, sur le diesel peut-être, notamment il y avait un problème avec leurs agriculteurs. Mais sur le gaz, le problème risque de poser avec les Américains. Parce que les Américains, qui sont devenus notre principal fournisseur de gaz. Donc en gros, on avait une dépendance très forte aux Russes avec du gaz en tuyau, et maintenant on a une dépendance très forte avec les Américains avec du gaz de schiste, qui accessoirement, soit dit en passant, est pire que le charbon en termes d'émissions de CO2, pire que le charbon avec les émissions de méthane et toutes les fuites. Plus de transport. Les Américains, à un moment donné, ça continue à augmenter la production de gaz aux États-Unis, mais ça ne montera peut-être pas jusqu'au ciel. Donc à un moment donné, ça va probablement plafonner. Sauf que eux, en même temps, ils ont quand même toujours du charbon dans l'électricité, donc ils vont peut-être pouvoir la remplacer à nouveau par du gaz. Et deux, ils sont en train, eux, de se réindustrialiser à une vitesse assez incroyable. Quand vous voyez les courbes d'investissement, notamment dans la construction d'usines, ils ont fait 2 initiatives. La première, c'est le CHIP Act, donc pour relocaliser la production de semi-conducteurs et être moins dépendant de Taïwan notamment. Et donc le second qui est l'Inflation Reduction Act, la construction d'usines aux États-Unis. Je dois reconnaître, je dis souvent, Biden fait tout ce dont Trump rêvait, mais il a un bilan incroyable économiquement en termes de reconstruction d'usines. Trump, il était là à dire oui, je vais menacer les Allemands de mettre une taxe à l'importation sur leur gros 4x4. Ça, c'était en 2019, tout le monde a oublié. Ouais. Et puis finalement, il faisait un deal avec l'Europe. Jean-Claude Juncker, moi je me souviens de l'image, Jean-Claude Juncker à la Maison-Blanche, je pense que c'était le climax de sa carrière. À l'époque où président de la Commission européenne, c'était encore un job qui n'avait pas trop d'importance. Et on avait échangé que Trump ne mette pas ses taxes à l'importation contre du soja OGM et du gaz de schiste. Et tous les 6 mois, la Commission européenne faisait un petit communiqué. Oui, regardez, on achète de plus en plus de gaz de schiste aux États-Unis, on est très, très bons élèves, ne mettez pas de taxes. Et Biden, il a fait la même chose avec le sourire. Il a dit, moi, je te mets $7 500 si tu achètes une voiture made in USA.
Et les Européens font « Ah mais non, c'est pas possible !» Ils étaient tous vent debout. On va attaquer l'OMC. Ils n'ont rien fait. Il a fait ça avec le sourire, Joe Biden. Et puis, ça s'est très bien passé. Donc, ouais. Donc je sais même pas s'il vaut mieux souhaiter. Je sais pas s'il faut souhaiter plutôt Biden ou Trump. Effet ciseaux. Mais de toute façon, il y a une continuité parce que Trump, c'est lui aussi qui a permis le développement du gaz de schiste, qui sert justement tout ça. Donc, Non, le gaz de schiste a commencé. Ça, là. Le gaz de schiste, c'est George Bush en 2005. Hein. Oui, C'est non, très, très mais tôt. il a failli oui. il a failli avoir un arrêt. Enfin, il y a eu des. Ah ben, Trump, non, Biden dans sa campagne, dans sa campagne, oui, bien sûr. Dans sa campagne, ils avaient parlé un petit peu de ça, mais parce qu'il fallait récupérer les écolos, et puis une fois qu'on les a, hop. Bon, si on revenait en France, parce que on a maintenant un nouveau jeune et fringant Premier ministre. C'est le seul, pour la petite histoire, Gabriel Attal, moi je croise jamais des hommes politiques, et c'est le seul que j'ai croisé 3 fois. Une fois une remise de Légion d'honneur, une fois j'avais rendez-vous à Bercy avec un conseiller de Bruno Le Maire, et je suis allé dans le palais des ministres à Bercy, sur qui je tombe dans l'entrée, Gabriel Attal avec Pierre Moscovici. Je sais pas, peut-être qu'il parlait il parlait du report, peut-être du report de la publication du truc sur l'immigration, déjà, je sais pas. Et puis je l'ai recroisé une fois à l'Assemblée nationale, alors que j'y vais jamais, bref. Donc on a Gabriel Attal, ouais. Donc voilà, et il y a une loi qui est en préparation, qui est la loi sur la souveraineté énergétique. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a un réveil? On va pas immédiatement leur taper sur la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Alors, ou est-ce que c'est comme souvent la communication et puis plouf? Alors, moi je suis souvent dans les nuances de gris. Donc, oui, mais tout est en nuances de gris. Tout est en nuances de gris. Donc il y a des bons points et il y a des points un peu moins bons. Alors, on va commencer par un peu le moins bon. Donc ça s'appelle la loi pour la souveraineté énergétique. On parle ni du gaz, ni du pétrole. Donc moi je propose de la renommer la loi pour la souveraineté électrique. Parce qu'on parle que d'électricité et ça c'est la moitié. Alors oui, on veut remplacer le gaz et le pétrole avec de l'électricité. Pourquoi pas? Il va falloir construire des centrales. Hein, mais pour l'instant, on parle, une fois de plus, on oublie le pétrole, on oublie le gaz. Et ça avait été le cas, notamment aussi pendant le François Hollande, là, le grand débat, le DNTE, débat national de la transition énergétique, 600 pages pour valider la proposition du candidat Hollande de 50% de nucléaire en 2025. Mais on ne parle pas de gaz, on ne parle pas de pétrole, dans le rapport de 600 pages. Comment est-ce qu'on parle de gaz? On parle de gaz. Comment est-ce qu'on peut accéder à du gaz bon marché? Comment est-ce qu'on parle de pétrole? On parle de pétrole en disant, dans une loi, comment est-ce qu'on réduit notre consommation de pétrole? Parce que c'est ça qui nous rend souverains. Hein. Si on en consomme moins, on améliore notre souveraineté. Bon, alors, un bon point pour équilibrer. Alors, le rapport, qu'est-ce qu'il fait? Ce projet de loi, en fait, en gros, il entérine, vous savez, les avancées, les discussions qu'a eu Agnès Pannier-Runacher l'an dernier. Vous savez, on a gagné des arbitrages. Alors, on les a gagnés. Par exemple, je ne veux pas être trop technique, mais il y avait toute une discussion sur la réforme du marché européen. Et on a obtenu quelque chose qu'on voulait, qui s'appelle les contrats pour différence, notamment pour le nucléaire. C'est quoi le contrat pour différence? C'est-à-dire que pour une électricité, l'État va contractualiser avec EDF et va dire... Si le prix de marché, t'as ton coût du nucléaire, il est à 60 €. Si jamais le prix de l'électricité du marché est à 40, je te donne la différence pour arriver à ton coût de 60. Et par contre, s'il est au-dessus de 110, c'est toi qui me donnes la différence. Donc c'est une garantie en dessous, c'est un peu une ceinture de sécurité. Et c'est ça d'ailleurs qui avait fait beaucoup de mal à EDF, puisque EDF... Sur la décennie, on ne l'a pas dit, mais de 2015 à 2020, les prix de l'énergie sont très bas, parce que les prix, alors ça c'est lié pour le coup aux banques centrales, avec les politiques monétaires, et puis aussi une récession pour un ralentissement mondial, mais prix du gaz, prix de l'électricité, prix du pétrole, c'est très bas de 2015 à 2020. Ça explique d'ailleurs pourquoi l'économie est repartie, pourquoi les défaillances ont baissé, etc. C'est parce qu'on avait une énergie spécialement pas chère, on était dans une période un petit peu déflationniste, on a eu même des taux négatifs. Et donc... tout ça pour dire que je suis en train de perdre mon fil, mais que oui, donc on entérine ces contrats pour différence, on entérine la négociation
de la suite du mécanisme de l'Arenh qui commence le 1er janvier 2026, où on n'aura plus ce mécanisme où on vend, EDF vend un quart de son électricité aux fournisseurs alternatifs, mais on aura EDF qui a un objectif de vendre son électricité à 70 €. Voilà, que ce soit aux fournisseurs alternatifs ou à ses clients, c'est son objectif, elle se débrouille. Donc ça, c'est dans la loi. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? On arrête d'être sur des objectifs chiffrés. 50% de nucléaire, pour faire quoi? On ne sait pas. 40% de renouvelables, pour faire quoi? On ne sait pas. Tout ça, c'est supprimé. Ça va faire un tollé pour les défenseurs des éoliennes. Ils n'ont pas trop aimé, mais après, la question, c'est de savoir. Et les énergies renouvelables, leur objectif est de contribuer à la sécurité d'approvisionnement. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple hier soir, quand on a une pointe à passer à 83,5 gigawatts, on a effectivement une contribution du solaire, nulle, puisqu'il n'y a pas de soleil, et de l'éolien de 3,5 gigawatts, donc sur 40 gigawatts installés, donc 10%. Bon. Donc c'est bien. Mais bon, avec 4 centrales à gaz, on fait 9 gigawatts, quoi. Bref. Donc, c'est très bien les renouvelables, hein, mais dans les pays où il y a beaucoup de charbon, etc., où on peut se débarrasser du charbon, et donc on le remplace par du gaz et des renouvelables, à condition d'avoir du gaz. Pour nous, en France, en fait, on paye 2 fois l'électricité. Hein. On paye, le nucléaire, on le paye quoi qu'il arrive, parce que c'est des coûts fixes. Et puis après, en plus, on paye le renouvelable. Donc ça, c'est plutôt un... Et puis on arrête de parler des objectifs de renouvelables, on parle d'énergie décarbonée. Ça, c'est un grand combat de la France au niveau européen, c'est difficile, mais c'est vrai que, par exemple, on est sous amende. Hein, on doit payer, je crois, une amende de 600 millions parce qu'on n'a pas atteint les objectifs d'énergie renouvelable, alors qu'on est ceux qui ont plus d'énergie décarbonée. Donc on marche un petit peu sur la tête. Donc là, c'est un combat un peu de longue haleine, mais qui est un peu transcrit dans cette loi, donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a une autre chose qui est les barrages. Sur les barrages hydrauliques, ça c'est un peu les joyaux de la couronne. Hein, Parce que là, on a toujours l'Union européenne qui fantasme, qui rêve de privatiser. On a un contentieux. Nous, on a un contentieux depuis... Notre gouvernement résiste un peu. Toujours. EDF avait résisté parce qu'on nous demandait... Donc les barrages, ils appartiennent à... Alors, contrairement aux centrales nucléaires qui appartiennent à EDF, c'est EDF qui a financé les centrales nucléaires, et ce n'est pas le contribuable, hein, c'est EDF tout court. Les barrages appartiennent à l'État. Donc c'est comme les autoroutes, c'est des concessions. Donc on vous donne l'exploitation de ces barrages pendant X années, contre rétribution, etc. Ce que veut la Commission européenne, c'est que ce ne soit pas qu'on ouvre le marché des concessions. Donc ce ne soit pas forcément EDF, mais que ça puisse être un opérateur privé qui opère ces barrages. Sauf que le problème, c'est que les barrages... Et que ça conditionne beaucoup de choses. Un, c'est très important pour faire notre équilibre de réseau. Donc, en fait, il ne faut pas forcément les faire marcher quand on gagne le plus d'argent. Il faut les faire marcher quand le réseau en a le plus besoin, ce qui n'est pas forcément exactement au même moment. C'est très important pour gérer notre ressource en eau, aussi, pour pouvoir arriver en hiver, pour les agriculteurs, etc. Dire, c'est extrêmement important pour que chacun comprenne combien c'est débile. Parce que c'est le terme c'est à utiliser. Parce que, effectivement, si c'est pas EDF... la centrale qui est en bas et qu'en haut il y a le barrage et que c'est un... Non, c'est vraiment la gestion étrangère, ils vont pas se mettre d'accord sur... C'est pas forcément on parle pas forcément d'être étrangère, on parle de fournisseurs français, mais en fait, il y aura conflit on parle d'une entreprise qui va avoir une logique économique, qui va vouloir gagner de l'argent face à une entreprise qui a d'autres problèmes à gérer, de services publics, etc. L'électricité, ça ne se stocke pas, sauf dans les barrages. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment le truc le plus important, donc on ne veut pas y toucher. Sauf que comme on est en contentieux, on ne peut pas développer de nouveaux projets. Or, on a un potentiel où on pourrait ajouter des nouveaux projets, à condition, bien évidemment, que... ça, c'est ce qui s'est aussi passé depuis 30 ans, c'est que beaucoup de gens s'y opposent. Donc, les gens ne veulent pas. C'est le syndrome, vous savez... Not in my backyard, un NIMBY, donc on ne veut pas d'éoliennes dans son jardin et on ne veut pas de barrage non plus. Bon, on a quand même un potentiel. Et donc, l'idée, si j'ai bien compris, c'est de trouver un chemin pour autoriser les nouveaux projets, qui soient gérés par EDF ou pas, mais que les projets existants, les concessions, restent chez EDF. Donc après, c'est ce que je lis entre les lignes. Maintenant, j'ai peut-être tort. Mais si c'est ça peut être mal tourner aussi. Oui, mais c'est plutôt les dernières négociations qu'on a eues sont plutôt bien tournées. Donc, on va être un petit peu optimiste sur ce truc-là. Je rappelle aussi que, accessoirement, c'est une loi sur la souveraineté électrique, mais
On est redevenu souverain électrique, une bonne nouvelle. En 2023, on a exporté de l'électricité tous les mois, net. Alors, on importe et on exporte tous les jours, bien sûr. On est la plaque tournante de l'Europe de l'Ouest, de toute façon. Mais on a retrouvé un niveau. L'an dernier, on avait importé, pour vous donner un ordre de grandeur, 16 TWh sur une consommation autour de 450 TWh. Bon, c'est pas grand-chose, c'est moins de 5%. Et un parc qui avait produit à 280 TWh, c'était très faible. Là, cette année, on a exporté 50 TWh. Sur notre parc nucléaire a produit 320, et donc sur une consommation entre 450 et 500. Donc 50 TWh, c'est l'ordre de grandeur des années normales depuis 10 ans. Donc on est redevenu souverain, on ne dépend plus du charbon allemand, c'est plutôt eux qui dépendent de notre nucléaire depuis qu'ils ont fermé leurs 3 dernières centrales en mars dernier. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Si dans les prochains jours, on a une vraie vague de froid et pas juste 0 degré comme ça se passe souvent en hiver, ça peut être un petit peu compliqué à gérer au niveau européen. On verra ce qui se passe. Mais pour l'instant, on a un parc nucléaire beaucoup plus disponible. Les choses sont rentrées dans l'ordre. On a vraiment eu un mauvais concours de circonstances en 2022 sur le parc nucléaire, la corrosion sous contrainte, la sécheresse l'été qui fait qu'on avait très peu de barrages disponibles, plus des visites décennales de centrales qui avaient dû être décalées à cause du Covid. Donc on a enchaîné toutes les emmerdes. Vous savez, c'est les emmerdes, ça vole en escadrille. On les a enchaînées toutes en même temps. Exactement. Bon, là, ça va mieux, donc on va pas se plaindre. On est la plaque tournante de l'Europe. Ils ont besoin de notre électricité. On est le plus grand exportateur mondial. Ça coûte rien de le dire, parce que de temps en temps, ça fait du bien. Et donc c'est plutôt positif, quoi. Il faut juste qu'on réussisse à tenir ce parc. Après, il y a des enjeux pour demain. Qu'est-ce qu'on fait demain? Est-ce qu'on construit des centrales? Là, normalement, on doit mettre l'EPR en service cette année. Oui, mais bon, l'EPR, c'est le projet qui a été mis en place par les Allemands pour tuer le nucléaire. Ils y sont presque arrivés. Si je vous raconte rapidement la synthèse, non pas la synthèse, la genèse de ce projet. EPR, c'est Helmut Kohl qui vient voir François Mitterrand au début des années 90, juste après la chute du mur de Berlin, alors que Siemens, la partie nucléaire, est aux abois, est au bord de la faillite, puisqu'elle a perdu ses 4 derniers appels d'offres contre EDF, qui est le roi du nucléaire au niveau mondial, le roi à l'exportation, avec son outil industriel. Et donc, Helmut Kohl vient voir François Mitterrand et dit « Tu ne voudrais pas qu'on fasse un Airbus du nucléaire, ce serait une bonne idée. » Donc, oui. Et à l'époque, François Mitterrand, dans le bureau d'à côté, il y a une dame qui s'appelle Petite Jeune, diplômée d'ingénieur des mines, qui s'appelle Anne Lauvergeon. Il fait « Ah oui, c'est vachement bien, très bien. » Et donc, on se lance là-dessus. Et c'est quoi et donc, pour cette EPR, qui veut dire European, pour Europe, Power Reactor. Et donc là, on se dit, alors on va prendre la technologie française qui a 2000 années d'expérience, parce qu'on a notre parc de 40 années, la technologie allemande, on va leur faire un bébé ensemble, on va les mixer, et on va prendre l'autorité de sûreté française et l'autorité de sûreté allemande, et on va aussi les mixer ensemble. Ça fait le PR. Et accessoirement, l'autorité de sûreté allemande, c'était un antinucléaire à sa tête. Bon, donc ça n'a pas trop aidé. Et nous, on était en train de faire un super design, ça s'appelait le REP 2000. C'était la suite de nos différents paliers, N4+, etc. On bénéficiait on avait la plus grande expertise mondiale, 2500 années d'expérience, réacteurs, etc. Ça, poubelle, pour repartir d'une feuille blanche, quoi. C'est ça qu'on a fait. On est reparti. Et en même temps, les Allemands, en 98, ils font, non, on arrête. Donc, je ne sais pas s'ils ont attendu qu'on mette notre truc à la poubelle et hop, nous on arrête, on sort du nucléaire. Possible. Et nous on est resté dans notre truc, on va quand même continuer parce que bon, maintenant on a commencé, etc. On n'a jamais été capable de faire marche arrière. Non, mais c'est quand même bien, c'est les Allemands, c'est le couple, c'est important. C'est notre enfant finalement. On avait un premier enfant Airbus, c'est pas vraiment. Airbus, c'est un partenariat industriel, faut pas dire que. Comme le rappelait notre regretté ami Coralie Delhomme, couple n'existe que dans le vocabulaire français. Oui, les Allemands n'ont jamais parlé de couple. Non, mais... et donc le PR, c'est ce truc-là. On a commencé à le construire. Ça a mis 20 ans. En gros, c'est vraiment... c'est un monstre, ce truc-là. Donc, c'est impossible à construire. J'ai eu la chance de le visiter il n'y a pas longtemps. C'est très impressionnant, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Et donc, ce truc-là, c'est là-dessus qu'on mise, quoi.
Voilà, il faut juste qu'on se le dise paisiblement, tranquillement. Ce truc-là qu'on a mis 20 ans à construire, c'est là-dessus qu'on mise notre avenir, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a un levier qui est important, qui s'appelle les normes. Ça marche pour le nucléaire, ça marche pour l'industrie. C'est très bien les normes. C'est bien, ça permet de... C'est un d'ailleurs des bons côtés de l'Europe, c'est ces normes, notamment pour l'environnement, parce que ça permet de protéger. Par contre, il ne faut pas trop en faire non plus, hein. Il faut en faire mieux que les autres, mais comme les Européens. Mais nous, on n'est pas comme les Européens, nous, on n'est pas comme les Européens qui sont meilleurs que le monde entier. On est meilleurs que les Européens qui sont meilleurs que le monde entier. Et ce faisant, on se tire très très souvent une balle dans le pied. On le fait notamment on parle souvent des fruits et légumes, vous savez, ces fameux fruits, on ne peut plus utiliser des insecticides, machin. Puis par contre, importer des fruits qui les utilisent, ça pose pas de problème. On fait la même chose sur le gaz de schiste, hein. Et bien là, sur le nucléaire, alors sur le nucléaire, c'est un peu différent. On a les normes pires que les normes, enfin beaucoup plus sévères que les normes européennes, qui sont beaucoup plus sévères que les normes mondiales. Mais si je compare un réacteur français à un réacteur américain, qui est concrètement la même chose, hein, puisque nous avons utilisé, dès que le général de Gaulle est mort, la licence américaine, hein, puisqu'il n'en voulait pas, bien évidemment. Mais c'était mieux que ce qu'avait fait le CEA à l'époque, qui était graphite gaz, si je ne dis pas de bêtises. Graphite gaz, je me demande si c'est pas Tchernobyl. Donc, licence américaine Westinghouse, le réacteur, combien de temps il dure aux États-Unis ? 80 ans. 80 ans. Ouais. 80 ans. Pourquoi est-ce qu'il dure 80 ans ? Parce que quand ils font la visite tous les 10 ans, le cahier des charges, c'est quoi ? C'est que tu fonctionnes comme au premier jour. Tu respectes tes engagements comme au premier jour. En France, c'est pas pareil. Quand tu fais ta visite, tu respectes tes engagements comme au dernier jour. Bon, je vais simplifier. En gros, eux, ils doivent respecter la réglementation du jour de la construction de 1970. Nous, on doit respecter la réglementation de l'EPR. Donc en gros, à chaque visite, on est en train d'essayer de construire pour que ça se rapproche d'un EPR. Et pour gagner, parfois des facteurs 10, mais sur des choses très 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 faibles. Et donc, c'est ça notre problème. C'est comme si je vous disais, alors je fais le parallèle par exemple avec la voiture, tu as une voiture, tu as un diesel qui a 15 ans, tu vas faire ton contrôle technique, et bien, demain ton diesel, il faut qu'il sorte du contrôle technique et qu'il émette autant de CO2 et de particules qu'une voiture électrique. Ah oui, mais comment je fais ? Ah bah tu te débrouilles, pas mon problème. C'est compliqué. Et nous, on est dans ce truc-là, quoi. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire avec l'ASN, l'IRSN, pour essayer de plus être... on a eu beaucoup d'inflation sur les normes, on a eu beaucoup de gens anti-nucléaires dans ces institutions. Là, il faut qu'on se resserre les coudes, qu'on fasse une équipe de France, qu'on se dise c'est quoi notre objectif et qu'on trouve le compromis. Comment est-ce qu'on y arrive et est-ce qu'on a des latitudes sur certaines normes qui ne sont pas forcément pertinentes, etc. De toute façon, on arrive dans un monde qui va être contraint en énergie. Il faudra faire mieux avec moins, donc on ne va pas avoir le choix. Et aujourd'hui, ce qui va être critique pour nous, aujourd'hui, on a allongé la durée de 40 à 50 ans. Et on parle que 60 ans devrait être possible. Mais au-delà des 60 ans, ce qu'il faut, c'est aller chercher ces 80 années. Comme les Américains. Et c'est ça qui pourra nous assurer, parce que je rappelle que quand on construit un réacteur, c'est quand même 15 milliards, 15 ans. Donc quand on ferme un réacteur, par exemple, comme Fessenheim, qui fonctionnait très bien, la centrale a été remise à 9, 1,8 gigawatts, c'est 15 ans et 15 milliards qu'on met à la poubelle, quoi. Donc c'est terrible. C'est vraiment une industrie de temps long. Et quand même, on a décidé de 6 réacteurs. Bon, on ne les attend pas avant 2035 dans le meilleur des mondes, hein, parce qu'en fait, on n'a plus les compétences. On n'a plus les compétences pour construire les centrales. C'est des projets très compliqués. On n'a plus les soudeurs, parce que ça fait 20 ans qu'on ne l'a pas construit. Donc, ça ne va pas être facile. Mais il y a des solutions. Et une fois de plus, dans un monde contraint, il va falloir se resserrer les coudes. Parce que là, on est plutôt en train d'être dans un monde où on va tous se tirer dessus. Je ne suis pas sûr que ça marche. Et il va falloir réfléchir à ces normes. Et j'en parle pour le nucléaire, mais j'en parle aussi pour l'industrie. Aujourd'hui, quand vous voulez installer une usine, quand vous voulez développer une concession automobile, etc., vous savez, il y a la loi zéro artificialisation nette des sols. Vous ne pouvez plus. En fait, il y a un certain nombre de codes de l'environnement. Tout est fait pour vous empêcher de... Mais on peut pour les éoliennes. Les éoliennes, ça va. Les éoliennes, c'est sévère, c'est bio, ça passe pas de problème. Parce que les sols sont un tout petit peu... Même si c'est fabriqué au charbon, etc. Enfin. Donc,
Donc voilà. Mais je reste optimiste. Écoute, Nicolas, on va clore ce débat là-dessus. Vous êtes bienvenus pour continuer d'en parler. En tout cas, ça donne une perspective politique. Peut-être pas avec ce gouvernement, mais il y a des possibilités, en tout cas dans notre pays, pour affronter un avenir qui n'est pas nécessairement évident. Peut-être pour finir, je pense qu'il y a un vrai sujet, on en a un peu parlé, c'est un sujet qui t'intéresse aussi, c'est que on a un vrai problème diplomatique. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 20 ans, moi j'étais comme toi au MIT en 2003. Tu es peut-être allé, comme moi, marcher de Harvard à MIT et à Boston contre la guerre en Irak. Tu t'es peut-être fait importuner comme moi dans les bars à Boston parce que j'étais un gros connard de français et que je ne laissais pas nos avions américains. Moi, j'étais au moment du World Trade. Les avions américains allaient buter ce salaud de Saddam. Ça m'a un peu marqué, mais c'est le dernier moment diplomatique de la France, quoi. C'est la dernière fois où on a existé, on est notre d'État non aligné. Mais depuis, ça fait 20 ans que c'est quand même silence radio, quoi. Et puis on voit la situation qui se dégrade très fortement. On avait quand même un partenariat privilégié avec l'Afrique. Bon, on est en train de se faire sortir. La Russie, on s'est toujours très bien entendu avec les Russes. Bon, ça va moins bien se passer. Bien, ouais. C'est qui notre allié Justin Trudeau au Canada, c'est ça? Bon, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que ça va suffire. Hein. Même Biden, que ce soit Biden ou Trump, de toute façon, il a très peu de considération pour nous. Trump, c'est différent. Il se foutait encore de la gueule de Macron l'autre jour dans ses meetings. Mais qui respecte la France? Qui a encore de la considération pour nous? Toute franchise. C'est ça le problème. C'est qu'il va falloir reconstruire cette chose-là. On a supprimé le corps diplomatique. Parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va améliorer les choses. Donc là, je pense qu'il y a quand même un énorme chantier. Je préférais voir des gens comme Caroline Galactero. Je pense qu'il y a quand même une certaine vision et prisme de lecture parce que il va falloir reconstruire tout ce qu'on a détruit depuis 20 ans. Et ça va prendre un peu de temps. Et sans ça, on va se faire écraser. Il faut être lucide. Hein, je veux dire. C'est comme ça. On va pas se laisser faire. On est là pour ça, pour éviter de se faire écraser et reconstruire autre chose. Encore une fois, merci Nicolas. Merci Georges. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre le pouce, commenter, partager. Et si vous êtes arrivé là, c'est que vous trouvez ça très très bien. Et pour faire encore mieux, n'hésitez pas à faire ce petit don de 5 €. Et à très bientôt pour continuer à discuter de tous ces problèmes qui continueront à animer les débats ici d'industrialisation, d'énergie. Merci Nicolas. Merci.